Fond de Latte. Voici l'une des affaires criminelles les plus célèbres du XXe siècle, l'affaire Caroline Dickinson, du nom de cette petite Anglaise de 13 ans l'on retrouve morte en 1996 dans une chambre de l'auberge de jeunesse de Pleine Fougère, en Bretagne. L'enquête qui mène à l'arrestation de son violeur et de son meurtrier est absolument passionnante, notamment parce qu'on assiste au tout début de l'utilisation massive de l'ADN dans une enquête criminelle. Pour le débrief, je ferai appel à Renaud Van Ruynbeek, l'un des 3 juges d'instruction de ce dossier. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard et la réalisation est signée Mathieu Fret. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Que vous soyez parent ou pas, la première scène de cette histoire va vous bouleverser. Elle se déroule le 18 juillet 1996 en fin de matinée à Launceston, en Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre. John Dickinson est à son travail quand son patron vient le voir. John, tu peux venir avec moi dans mon bureau, s'il te plaît? J'ai quelque chose à te dire. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as les larmes aux yeux? Tout est ok? John, viens. Attends qu'on soit à l'écart, c'est mieux. Et il l'amène dans son bureau où l'attendent 2 policiers. Bonjour, monsieur Dickinson. C'est au sujet de votre fille, Caroline. Ce que nous avons à vous dire, monsieur Dickinson, n'est pas facile. Elle est décédée, monsieur. Décédée? Mais comment? Je vais tout vous raconter, mais disons que elle est morte dans des circonstances que je qualifierais de troubles. Trouble, c'est le bon mot. Caroline, qui a 13 ans, était en colo en France avec tout un groupe d'ados anglais dans une auberge de jeunesse à Pleine Fougère, en Bretagne. Elles étaient 5 Anglaises à dormir dans l'une des chambres, la chambre numéro 4. Anne, Camélia, Mélissa, Jenny et donc Caroline. Ce matin, les 4 premières se sont réveillées, mais Caroline pionçait toujours. Alors elles sont allées la secouer. « Caroline, debout! Allez, lève-toi !» Au début, elles se sont dit qu'elle faisait semblant de dormir. Et puis elles se sont aperçues qu'elle avait les lèvres bleues. Et surtout qu'elle ne respirait plus. Caroline était morte. Et ses copines ont tout de suite remarqué qu'elle avait une tache de sang entre les cuisses. Le père est dévasté. C'était la première fois que Caroline partait en vacances toute seule, comme une grande. Et en plus, c'était la fin de cette colonie. Elle devait rentrer dans quelques jours. Lui et son ex-femme, ils sont divorcés, prennent tout de suite la direction de la Bretagne. Pendant ce temps-là, à Pleine Fougère, les gendarmes prennent possession de la scène de crime, cette chambre numéro 4 de l'auberge de jeunesse. Un médecin légiste vient d'arriver sur place, le corps de Caroline est encore tiède. Compte tenu de la température du corps, je pense que la mort remonte à 23 heures environ. Au premier abord, au regard du pantalon de pyjama qui est baissé, et puis de cette tache de sang ici, à l'entrejambe, qu'on retrouve ici aussi sur le matelas, je dirais qu'elle a été violée. Et ça là ici, je pense que c'est une tache de sperme. Du sperme? Dans l'horreur de cette scène de crime, figurez-vous que c'est plutôt une bonne nouvelle. On est en 1996. L'utilisation de l'ADN dans une enquête est balbutiante. Mais dans du sperme, on trouvera facilement de l'ADN. À part ça, de quoi Caroline est-elle morte? Il n'y a pas de traces particulières. On peut penser qu'elle est morte étouffée. Il faudra attendre l'autopsie pour en être certain.
En attendant, les 40 adolescents britanniques qui participaient à cette colonie de vacances sont rassemblés dans le réfectoire. Et ils sont interrogés un par un, en commençant par les garçons. Mais ils ne sont que 5. Et la directrice, et ensuite les animateurs, et le chauffeur qui les accompagne, et les 6 touristes qui étaient de passage à l'auberge la nuit dernière. Avec une attention particulière pour les 4 gamines qui étaient dans la chambre numéro 4 avec Caroline. Je comprends que vous soyez secouées, mesdemoiselles, mais on a besoin d'un maximum d'informations. Première chose, la chambre dans laquelle vous êtes est une chambre de 4 avec 2 fois 2 lits superposés. Or, vous étiez 5. Caroline était sur un matelas par terre, entre les 2 lits superposés. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Mais parce qu'elle voulait rester avec nous. Parce qu'on était copines. Est-ce que les copines ont entendu quelque chose? Oui. 2 d'entre elles se sont réveillées. Elles ont entendu Caroline gémir et se débattre. Mais elles ont cru qu'elle faisait un cauchemar. On n'a pas compris que c'était grave. Alors on s'est rendormi. Caroline a donc été violée et probablement étouffée dans une chambre de 12 mètres carrés où elles étaient 5. Ça paraît incroyable. Dans cette chambre, les gendarmes ne relèvent aucune empreinte digitale. En revanche, sous les draps, ils trouvent un morceau de coton de 9 cm sur 12. C'est possiblement avec ça qu'elle a été étouffée. Dans la piole d'à côté, la numéro 5, une gamine livre un témoignage très intéressant. Elle s'appelle Amy. C'était vers 1h30, je crois. J'avais l'œil qui me piquait, parce que les garçons m'avaient mis de la mousse à raser dans l'œil. Alors je me suis levé pour aller me rincer l'œil. Et là, j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai cru que c'était Miss Baker, la directrice, qui faisait sa tournée. Alors j'ai entrouvert la porte tout doucement. Et là, il y avait un monsieur. Je le connaissais pas. Il avait la main posée sur la poignée de la porte. J'ai eu peur. Alors j'ai fermé la porte sans bruit. Et après, j'ai attendu un quart d'heure avant d'aller au lavabo. Et là, je l'ai revu. Le même monsieur. Il descendait l'escalier. Et lui, il t'a vu? Oui. Il m'a fait une grimace. Il a parlé aussi, mais je sais plus ce qu'il a dit. J'ai pas bien compris. Peut-être que c'était de l'espagnol. Je sais pas. L'une des monitrices, Jackie, elle aussi a vu l'homme. C'était vers 5 heures du matin. J'ai entendu des pas sur le gravier. Alors j'ai regardé par la fenêtre, dans la cour. Et j'ai vu un homme en jean et en blouson. Il a tourné à gauche et il a disparu. Et là, j'ai entendu le bruit d'une camionnette qui démarrait. C'était comme un bruit de casserole. Moi, je jurais que c'était une vieille estafette. Ça y est, on a les résultats de l'autopsie. Et comme on s'en doutait, Caroline Dickinson est morte asphyxiée, étouffée. Selon le légiste, ça a duré au moins 2 minutes. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais pour étouffer quelqu'un, il faut vraiment appuyer très, très, très longtemps. Ça ne se fait pas en 30 secondes. Et comme on s'en doutait, elle a été violée. Son hymen est déchiré. Je pense, mais sans certitude, qu'elle a été violée avec un doigt ou un objet. Et que pendant ce temps-là, le violeur s'est masturbé. Ce qui explique que les taches de sperme aient été retrouvées sur le matelas et sur le bas de pyjama, et pas sur le sexe. Évidemment, dès le lendemain, les journalistes débarquent, français et anglais. Une affaire comme ça, en pleine torpeur estivale, c'est pas béni. Pleine Fougère et ses 1800 habitants se retrouvent envahis par les reporters. Et ce qu'ils ne savent pas encore, mes chers confrères, c'est qu'ils vont y passer un bout de temps à Pleine Fougère.
Assez vite surgit la question centrale de cette enquête. On a l'ADN du tueur. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'existe pas encore de fichier où sont recensés les profils génétiques de tous les délinquants, notamment sexuels. Les gendarmes et le juge d'instruction n'ont donc qu'une solution. Il va falloir procéder à des prélèvements ADN sur la totalité des hommes qui ont pu approcher l'adolescente ce soir-là. Hein, ça va coûter un peu cher, mais qu'importe. Allons-y. Entendu, monsieur le juge, entendu. Et donc, on commence par prélever l'ADN de tous les hommes qui étaient à l'auberge ce soir-là. Un Italien de Turin et un Suisse allemand. Négatif. Et puis, on s'aperçoit qu'il y avait aussi à l'auberge un motard d'Amiens qui est parti à l'aube. On l'aurait vu parler avec les petites Anglaises à l'entrée des douches la veille du meurtre. Et là encore, test ADN. C'est pas lui. Mais lui aussi a vu l'homme dans le couloir durant la nuit. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de notre chambre. Alors j'ai demandé qui c'est. Et comme j'avais pas de réponse, j'ai fermé la porte à clé, quoi. Et puis, 2 jours après le meurtre, les gendarmes tombent sur un gars qui fait du stop au bord d'une route, pas très loin de Pleine Fougère. Un gars louche, un tatoué, un marginal. Et là commence une histoire dans l'histoire. Un épisode de l'affaire Caroline Dickinson qui va faire école dans les enquêtes de police et que beaucoup d'avocats, dans les années qui suivent, vont utiliser comme un argument massu. Le gars s'appelle Patrice Padet. Il a 39 ans. Dans les jours qui précèdent le crime, il faisait du stop entre la Normandie et le Morbihan. Chef, j'ai passé son nom au fichier. Il a un casier judiciaire pour viol, figurez-vous. Viol et agression sexuelle. Les gendarmes se disent « Bingo, ça y est, on l'a trouvé !» D'autant qu'il montre sa photo à tous les témoins et que tous le reconnaissent. « Ah oui. Oh, je suis sûr, c'est lui. Hein. Ça, c'est l'homme qui traînait autour de l'auberge. Hein. » Et donc, il le place en garde à vue. Et en garde à vue, comme tous les coupables, il commence par dire « J'ai rien à voir avec toute cette histoire, moi. » Mais c'est long, une garde à vue. Et après des heures d'interrogatoire, il avoue, c'est lui qui est entré dans l'auberge. C'est lui qui a violé Caroline Dickinson. C'est lui qui l'a étouffée. Miracle! Voilà une enquête bouclée en 4 jours. Elle n'est pas belle, la vie. Par précaution, bien sûr, on lui fait un prélèvement ADN qu'on envoie au labo. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Mais dans l'intervalle, depuis sa prison, Patrice Padet écrit au juge. « C'est pas moi qui ai tué Caroline Dickinson. On m'a forcé à avouer. » C'est ça, mon coco, c'est ça. Et ta sœur, elle bat le beurre? En fait, t'as avoué, t'as le profil, on t'a reconnu. Tout colle. Arrête ton char, Banu. Et c'est là que tombent les résultats des comparaisons ADN. Chef, c'est pas lui. La comparaison est négative. Les gendarmes sont tellement séchés qu'ils refont le test plusieurs fois. Négatif. Le sperme sur le pyjama de Caroline n'est pas le sien. Autant vous dire que les avocats de France et de Navarre vont se régaler de cette histoire pendant des décennies. Vous me dites que mon client a avoué. Vous vous souvenez de l'affaire Dickinson? Un suspect qui s'appelait Patrice Padet avait avoué. Mais ça n'était pas lui. On lui avait extorqué des aveux. Eh bien, je vous dis que concernant mon client, c'est exactement la même chose. On appelle ça la jurisprudence Patrice Padet. Les aveux ne sont pas une preuve absolue.
En attendant, l'enquête redémarre à zéro. Et on finit par s'apercevoir qu'à la même période, il y a eu d'autres agressions très ressemblantes dans d'autres auberges de jeunesse du coin. Par exemple à Saint-Lunaire, à 50 km de Plaine Fougère. Là aussi, il s'agissait de jeunes Anglaises en vacances. Un homme est rentré dans notre chambre, ça nous a réveillés, et mes copines aussi. Et il y en avait une, elle avait une lampe de poche, alors elle a braqué sur lui. D'accord. Et à quoi il ressemblait cet homme? Brun, avec la peau bronzée, mal rasé avec les cheveux en désordre. Et qu'est-ce qu'il faisait, cet homme? Bien, il était en train de se branler sur ma copine en lui mettant la main sur le bouche. Et là, il s'est mis à crier et il est parti. Le même scénario. Et c'est pas tout. Agression similaire à l'auberge de jeunesse de Saint-Quin, le 28 juillet. Et à l'auberge de jeunesse de Saint-Brieuc, le 11 juillet. Et à Saint-Malo, dans la nuit du 15. Et à l'auberge de jeunesse de Beauvoir, le 9 septembre. À chaque fois, c'était des jeunes Anglaises. Et ça trace un profil. Celui d'un prédateur qui fantasme sur les Anglaises et qui sait qu'en général, dans les auberges de jeunesse, on ne ferme pas la porte à clé. Et puis le temps passe. C'est la rentrée de septembre. Les journalistes qui avaient envahi le village de Plaine Fougère sont rentrés chez eux. L'enquête que les gendarmes espéraient résoudre en quelques jours s'installe dans le temps long. Et c'est là que le père de Caroline, John Dickinson, décide de revenir en Bretagne pour secouer l'enquête. À partir de maintenant, le juge et les gendarmes vont l'avoir dans les pattes. Lui et la presse anglaise qui est toujours volontaire pour casser les Frenchies. 8 mois plus tard, voilà que le père fait une proposition. Nous demandons que soient réalisés des tests génétiques massifs. Que tous les hommes de la région fassent l'objet de prélèvements génétiques. Tous, sans exception. Tous les hommes de la région. Le juge d'instruction Gérard Zog est estomaqué par la demande. Ça va coûter une petite fortune. Il ne veut pas en entendre parler. Et il ne se gêne pas pour le dire à l'avocat de la famille Dickinson. Enfin, écoutez, il est compréhensible que M. Dickinson soit désemparé, que l'auteur du meurtre atroce de sa fille n'ait pas encore été arrêté. C'est compréhensible. Mais enfin, il vous appartient de lui faire connaître les règles de la procédure pénale française, et pas de l'assister dans des campagnes de presse. Un bras de fer s'engage entre le père et le juge. Et ça n'est que le début. En juin, 11 mois après la mort de Caroline, le père obtient le soutien du Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique. Et il écrit au président Chirac. Il réclame qu'on change de juge. Je n'ai plus confiance dans le patron de cette enquête. Faudrait un regard neuf. Faudrait de nouvelles méthodes. Et moi, le père, j'avoue que j'admets mal d'être considéré comme un importun, quoi. On de la raconte, la suite de votre récit. Vous n'allez pas le croire. Il obtient gain de cause. L'enquête change de main. Elle est confiée au président de la chambre d'accusation de Rennes, le juge Renaud Van Ruynbeck, qui, lui, est favorable à des tests massifs, qui, lui, accepte l'idée de tests de grande ampleur. C'est un projet complètement fou pour l'époque. Et c'est une grande première. On va tester tous les hommes du coin qui ont entre 15 ans et 35 ans. Ça va coûter un pognon de dingue. 3500 hommes de Plaine Fougère et de sa région sont testés. 3500. Mais tous les tests sont négatifs. Dans la foulée, le juge Van Ruynbeck décide de faire quelque chose que son prédécesseur avait complètement négligé au début de l'enquête.
il fait publier dans la presse le portrait robot du tueur. Portrait qui est dans le dossier depuis le premier jour. L'homme est de type européen. Sa corpulence est athlétique. Il a des épaules larges. Il a environ une trentaine d'années. Cheveux mi-longs, aspect négligé, sourcils épais et broussailleux, châtain foncé. Et ce portrait robot, on le retrouve bien sûr à la une du tabloïd britannique The Sun, qui offre carrément une récompense. Il paraît qu'en Angleterre, ça se fait. Le résultat fait peur. 3000 témoignages à vérifier, un par un. Et une fois de plus, l'enquête se noie. Heureusement, assez vite, le juge Van Ruynbeck prend une initiative qui donne un énorme coup de booster à cette affaire. Major, Van Ruynbeck à l'appareil. Ah, bonjour, monsieur le juge. Dites-moi, Major, tout laisse penser que dans cette affaire, on a une sorte de prédateur des auberges de jeunesse. Est-ce que vous pourriez demander à la totalité des directeurs d'auberges de jeunesse en France, pas seulement dans la région, comme nous l'avons fait jusqu'ici, de vous remonter les incidents de même nature? D'accord. Entendu, monsieur le juge. Et c'est là qu'on découvre une affaire qui date de 1994, 2 ans avant le meurtre de Caroline. Ça se passe à La Croix, en Touraine. Une nuit, un type s'introduit dans la chambre d'une jeune Irlandaise. Et du coup, elle s'est réveillée et il s'est enfui. Mais le lendemain, il a été arrêté et il a avoué. Mais comme il n'avait pas vraiment commis de délit, puisqu'il n'avait fait qu'entrer dans la chambre, il a été relâché et il n'a pas été poursuivi. Dans mon souvenir, il était espagnol. Il s'appelait Francisco Arce Montes, quelque chose comme ça. Pas question de se précipiter, mais ça sent bon. Ce type a le profil. Le juge Van Ruynbeck envoie tout de suite des policiers espagnols chez sa maman, dans les Asturies, en Espagne. Il n'est pas vous, mon fils, depuis très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour lui donner l'argent de l'héritage de son père. Depuis, il a vidé son compte en banque et je ne l'ai jamais revu. Malheureusement, les policiers espagnols n'ont pas été capables de fournir une photo du zigoto. Et surtout, ils ont oublié de dire aux Français que l'oiseau était passé récemment en prison en Espagne dans une affaire de viol. Ah, la coopération européenne. Il y a encore du boulot. C'est à ce moment-là que se passe quelque chose qui est une plaie dans les enquêtes. Le juge Van Ruynbeck est muté à Paris et il part avant que son successeur n'arrive. Et donc il n'y a pas de transmission avec le nouveau juge. Le nom d'Arce Montes est dans le dossier, mais il est tellement gros, ce dossier. Le temps que le juge en prenne connaissance, l'enquête se perd encore. Mais la presse britannique est là, qui veille. Et en 2001, 5 ans après l'assassinat de Caroline, le journal The Sunday Times publie un point sur l'enquête. Et le journaliste a un scoop. Il est le premier à publier le nom de Francisco Arce Montes. Le premier à écrire, c'est le suspect numéro 1. Et là se passe quelque chose de magique. Un coup de pouce du destin, dans cette enquête qui en avait bien besoin. À Détroit, aux États-Unis, un policier du service de l'immigration tombe par hasard sur l'article du Sunday Times. C'est un coup de peau. Il est très rare qu'un Américain lise un journal britannique. Et donc il lit l'article et il voit le nom du suspect, Francisco Arce Montes. Et machinalement, il le rentre dans son fichier. Et là, il hallucine. Et nous avec. Francisco Arce Montes est aux États-Unis.
Il y a la trace sur son ordinateur de son arrivée sur le territoire américain. Mieux que ça, il est en prison aux États-Unis, à Miami, parce qu'il a agressé sexuellement une collégienne irlandaise. Il attend son procès. C'est complètement dingue. Et là, ça va vite. Les Américains ont prélevé son ADN, on compare. C'est lui. C'est Francisco Arce Montes qui a violé et tué Caroline Dickinson en Bretagne il y a 5 ans. Son casier judiciaire est phénoménal. Arce Montes a violé dans le monde entier. En Espagne, en Allemagne, en Angleterre, au Chili, au Mexique et donc aux États-Unis et en France. C'est un serial violeur international. Évidemment, le zigoto refuse d'être extradé. Il veut d'abord qu'on le juge aux États-Unis pour la tentative de viol pour laquelle il est en prison. Mais la justice américaine lui donne tort et il est livré à la France. Merci l'Amérique, merci. Parce que sans vous, il n'est pas sûr qu'il aurait été arrêté. Merci, vraiment. Le procès de Francisco Arce Montes se tient en 2004 devant la cour d'assises de Rennes. Et Europe 1 assiste aux audiences. Il n'a pratiquement pas parlé pour sa première journée d'audience. Hier, l'Espagnol Francisco Arce Montes n'a pas regardé les parents de Caroline Dickinson. Arce Montes qui a toutefois reconnu son geste. Écoutez son avocat, Maître Olivier Dersoir, il répond à François Coulon. Je crois qu'il comprend, en voyant les photos de la victime, l'horreur de ce qui s'est passé. Il se sent responsable ? Il se sent bien sûr responsable. C'est une personne qui est actuellement sous médicaments, donc qui a des réactions qui sont neutralisées par des psychotropes. Comment il s'explique son comportement ? Il ne s'explique pas. Il a des souvenirs, il a plus précisément des flashs de ce qui est arrivé, mais sur une explication rationnelle de ce qui s'est passé, il n'en a pas. Il est très perturbé. C'est une personne qui ne raisonne pas de manière habituelle, qui ne raisonne pas comme tout un chacun, qui présente toute une série de perturbations, on peut même dire, je pense, de pathologies, et qui fait qu'effectivement, il est difficile à appréhender. À l'issue du procès, Francisco Arce Montes écope de la peine maximale pour un meurtre, 30 ans de réclusion criminelle, avec une peine de sûreté de 20 ans. Et il fait appel. Pour rien. Sa peine est confirmée par la cour d'assises de Saint-Brieuc. Quelques années plus tard, en 2010, alors qu'il est incarcéré à la centrale d'Ensisheim, en Alsace, Francisco Arce Montes demande à purger sa peine de prison en Espagne, son pays. On lui dit oui, on lui dit non, et finalement il reste en France. Et puis en 2018, il a été condamné à 2 mois de prison supplémentaire pour violence sur un surveillant de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré sur l'île de Ré. Le genre de condamnation qui pèse assez lourd dans une demande de libération conditionnelle. Et pourtant, en théorie, désormais il y a droit. Mais à mon avis, compte tenu du risque de récidive, il n'est pas prêt de sortir. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté la célèbre affaire Caroline Dickinson, du nom de cette jeune Anglaise de 13 ans, violée et étouffée en 1996 dans une chambre de l'auberge de jeunesse de Bretagne par un serial violeur international qui s'appelle Francisco Arce Montes et qui a été arrêté longtemps après, un peu par hasard. Et pour le débrief, je suis avec l'un des grands acteurs de cette histoire, le juge Renaud Van Ruynbeek. Vous avez été, monsieur Van Ruynbeek, le 2e juge d'instruction de cette affaire. Vous n'étiez pas là au début, vous n'étiez pas là à la fin, mais vous avez eu un rôle majeur au milieu. C'est pas frustrant d'ailleurs de pas aller au bout d'une histoire comme celle-là? Non, pas du tout, parce que elle a été menée à son terme. C'est vrai que quand je récupère l'affaire,
elle est au point mort. Les premiers enquêteurs se sont plantés en mettant en garde à vue ce fameux padé dont l'ADN prouvera que c'était pas lui. Et il n'y a aucune piste sérieuse. Donc on va ordonner effectivement les tests de la population de Plaine Fougère. Et grâce au laboratoire de police scientifique, ils vont avoir lieu gratuitement, contrairement aux précédents tests qui avaient été facturés par mon prédécesseur à un labo privé. Donc j'avais une porte ouverte pour faire des tests à plus grande ampleur. On va revenir là-dessus, mais je veux dire, arriver après le début et partir avant la fin, enfin c'est quand même un truc qui a un côté coitus interruptus, vous voyez. Oui, peut-être, mais l'essentiel, c'est d'avoir remonté la pente, parce que l'enquête était au point mort. Donc, il y avait un gros challenge, voilà. Le gros challenge, c'était d'identifier l'auteur. J'y suis parvenu, comme vous l'avez expliqué, avec beaucoup de réussite, et ça s'est joué à un fil, tout ça. Et après, c'est l'arrestation dans des... Une fois qu'il a arrêté, moi, c'est mon successeur qui l'a entendu, etc. Mais on vous tient au courant quand il est arrêté? Mais figurez-vous que j'étais en vacances avec mon successeur à ce moment-là. Et je dis tout en direct. Vous êtes en vacances avec votre successeur. Donc, oui, c'est la seule fois. Oui, c'est la seule fois où je pars en vacances avec lui. Il me tient au courant et j'y crois pas. Parce qu'on a eu d'autres suspects particulièrement intéressants, même plus intéressants qu'Arsène Montes. Et à chaque fois, les tests s'étaient révélés négatifs. Donc j'ai dit à mon successeur, Francis, tant que tu n'as pas l'ADN, moi je n'y crois pas, j'ai été déçu trop de fois. Et cette fois-ci, je me trompais, c'était le bon puisque l'ADN a révélé que c'était bien lui. Donc il y a eu un minimum de transmission alors entre vous et votre successeur? Oui, tout à fait, puisque je l'ai présenté à M. Dickinson, qui m'en a voulu parce que je partais, mais moi j'avais fait tout le boulot, j'avais fait toutes les listings étaient faits, il restait sur les 3000 personnes qu'on avait ciblées, il en restait 130 à peu près, qu'on ne retrouvait pas. Mais c'est pas moi qui allais le chercher, c'était le travail des enquêteurs, qui ont fait un travail colossal. Donc, il appartenait à mon successeur de veiller à ce que ça aille au bout sur les pistes que j'avais définies Mon espérance, c'était qu'il soit dans le filet, mais j'en étais pas sûr du tout, parce que 130 sur 3000, ça veut dire qu'il y avait déjà plus de 2800 qui avaient été testés négatifs. Vous voyez, alors ils n'étaient pas tous très intéressants, mais il y en avait vraiment des très intéressants. Ce que moi j'ai cru comprendre du processus qui vous amène à devenir juge d'instruction dans cette affaire, c'est que comme vous êtes assez favorable à des tests ADN massifs, on vous nomme parce que ça fera plaisir au père de la petite Caroline, John Dickinson. Est-ce que c'est ça la réalité? Oui, que ça fasse plaisir à M. Dickinson et à toute la presse anglaise qui est là, et on était au bord du conflit diplomatique, c'est une chose, mais il apparaissait judicieux de tester la population de Plaine Fougère. Il y avait 480 personnes, sachant que Plaine Fougère est une petite commune un peu rurale, un peu isolée, et on était sur l'hypothèse de départ d'un local. Donc, tester la population, c'était la première hypothèse. Mais en étudiant le dossier, vous l'avez rappelé, il y avait d'autres faits dans la région, à Saint-Brieuc, etc. Sur ces autres faits, un paraissait intéressant, les autres paraissaient attribués à d'autres personnes, c'était pas le même process, etc. Donc j'ai étudié toutes ces affaires et je me suis aperçu que à Saint-Lunaire, les jeunes filles, j'ai lu toutes les déclarations des jeunes filles anglaises. En plus, elles étaient en anglais, donc j'ai pas un anglais parfait, donc vous voyez le problème. Mais je voulais en avoir le cœur net. Est-ce que c'était un local de Plaine Fougère ou est-ce que c'était un extérieur qui s'intéressait aux auberges? Donc on était sur la première hypothèse. Les gens sont tous venus pratiquement se faire tester. On a éliminé cette première hypothèse, puis on a testé plein de gens de la région autour de Plaine Fougère. C'était pas ça, on ne le trouvait pas. Donc la deuxième hypothèse est revenue à l'ordre du jour, c'est-à-dire un extérieur. Et à ce moment-là, effectivement, c'était à peu près 15 jours après que je sois saisi du dossier, j'ai demandé aux gendarmes, il y avait un monsieur, il y avait une grande réunion, il y avait un monsieur qui venait de Paris. J'ai dit, j'ai une dernière chose à vous demander, parce que je leur avais déjà demandé pas mal de choses. J'ai une dernière chose à vous demander. Est-ce que vous pouvez sortir toutes les procédures de France et de Navarre? Attendez, avant qu'on passe là, Monsieur Van Brunbeck, restons d'abord sur les tests ADN. Je suppose que quand vous commencez à dire on va faire des centaines de tests ADN, on vous répond, attention Renaud, c'est cher l'ADN. Comment est-ce que vous résolvez ce problème du coût? En 96, c'est pas le prix d'aujourd'hui. Combien ça coûte un test ADN à l'époque?
Mais je les ai obtenus gratuitement parce que le grand patron de tous les laboratoires de police scientifique, donc qui appartiennent au service public, m'a proposé de les faire gratuitement. Donc j'ai pu faire ces 480 tests dans la commune de Plaine-Fougère et ça a coûté juste le coût de la matière première, c'est-à-dire pas grand-chose. Sinon c'était, on parlait de 2000 francs ou 3000 francs le test avec un labo privé. Est-ce qu'il y a une résistance, j'ai envie de dire, morale, à l'époque à Plaine-Fougère et aux alentours parce qu'au fond, ça consiste à afficher la totalité des hommes du coin, à les coller dans un fichier génétique. Il y a quelque chose de très intrusif là-dedans. Oui, mais justement, j'avais pris la précaution d'écrire à chaque personne de Plaine-Fougère une lettre dans laquelle je disais deux choses. D'abord, ça aura lieu à la mairie et pas à la gendarmerie. Pas tout à fait pareil. C'est un acte civique, vous n'êtes pas obligé de venir. Vous êtes libre de venir ou pas venir. Deuxièmement, pour ceux qui viennent, on va vous tester et on va aussitôt détruire les échantillons. Donc, il n'y avait pas de fichier à l'époque. Hein. Il n'y avait aucun fichier en France. Et il y avait beaucoup de gens, d'ailleurs, qui étaient opposés à l'idée de tester comme ça. Donc, c'était une première. J'ai estimé qu'on pouvait le faire. C'était légal. Et voilà. Donc, vous savez, quand vous êtes juge, vous êtes quelquefois amené à prendre des initiatives qui peuvent susciter des résistances parce que c'est pas l'habitude. Voilà. Alors, bon, au final, ça n'apporte rien. C'est-à-dire que ça ne permet pas de faire avancer l'enquête. Aujourd'hui, si c'était à refaire, vous le referiez ? Dans les conditions de l'époque, oui, parce que ça apportait quand même quelque chose, ça a écarté l'hypothèse du local. Parce qu'il faut savoir que les viols, c'est ce qu'on avait expliqué des psychiatres, très souvent sont commis par des gens qui habitent pas loin ou qui résident pas loin. Donc, on a écarté cette hypothèse puisque tous les gens, sauf 4, je crois, sont venus. Donc, les 4, on les a vite écartés parce qu'ils ne correspondaient pas. Donc, on a pu tout de suite embrayer sur l'autre hypothèse, c'est-à-dire de l'extérieur. Quelqu'un qui venait d'extérieur et qui n'était pas spécialement quelqu'un de Plaine-Fougère. Et c'est là donc que vous demandez aux gendarmes de remonter la totalité des incidents qui ont pu avoir lieu dans des auberges de jeunesse dans toute la France. Et c'est là que sort le nom d'Arsé Montès. Ça, c'est votre rôle capital dans l'enquête. C'est à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que là aussi, je leur demande beaucoup parce que je leur dis, voilà, pas seulement les auberges de jeunesse, mais les colonies de vacances, les centres où il y a des enfants, etc., qui peuvent nous intéresser. Ressortez toutes les procédures, je vais les étudier et je vais sortir les noms qui ont été relevés, parce que moi, il fallait des noms. Et à partir de là, je vais avoir ça, je suis saisi au mois d'août. En octobre, novembre, j'ai 2 grands classeurs qui arrivent. Ils ont fait le travail, ils ont fait un travail énorme. Ils ont demandé partout en France aux gendarmeries de ressortir toutes ces procédures. Et je ressors à ce moment-là 95 noms. Voilà. Et dans ces 95 noms, je sais évidemment pas que c'est l'auteur, il y a Arsé Montès. Quand vous dites « je ressors », c'est-à-dire c'est Renaud Van Ruynbeck tout seul dans son bureau à 22h le soir qui se tape les fiches ? Oui, mais ça, c'est mon rôle. Je veux dire, bon, je sors les fiches, c'est pas très compliqué, puisqu'il faut prendre le temps de les étudier. Vous savez, un dossier, si vous voulez maîtriser un dossier, il faut aussi tremper le maillot. Bon, donc, je l'ai toujours fait parce que... Le juge d'instruction lui-même se tape des fiches de la totalité des incidents survenus dans des colonies de vacances ou des auberges de jeunesse depuis quelques années. Lui-même. Oui, absolument. Absolument, parce que je sentais bien ce truc-là, ça me paraissait important. Et les 2 classeurs sont arrivés sur mon bureau, 2 gros classeurs. Ils sont arrivés sur mon bureau parce que je les avais demandé à des gendarmes extérieurs. Donc je fais le tri et ensuite je vais communiquer la liste aux enquêteurs de Saint-Malo qui travaillent sur cette affaire. J'ai 15 enquêteurs à ma disposition qui font un travail de fond. Moi, je leur aurais fait faire le tri des fiches, hein. Oui, mais je l'ai fait. Ça m'arrive. Hein. Je suis un besogneux. Je vais vous dire, je suis un besogneux et j'aime bien, sur des trucs importants, faire le travail moi-même. Il ne faut jamais oublier qu'un juge d'instruction, il est tenu de faire lui-même le travail et qu'il ne délègue ses actes que s'il ne peut pas le faire. J'ai pu le faire. Alors, à ce moment-là, il se passe un truc qui est complètement hallucinant. Donc, on sort le nom d'Arsé Montès, il est espagnol. Vous demandez à la police espagnole d'aller voir sa mère, ils oublient de vous dire que le type a été condamné pour viol en Espagne. Oui, à l'époque. Et si on avait pu le cibler, parce qu'en plus il était en Espagne, nous ce qu'on voulait c'est le retrouver et le tester. C'est ce que j'avais dit aux gendarmes, là, les 95, là, c'est pas la peine de multiplier les enquêtes, il faut
les localiser et leur prendre un peu de salive. Et on envoie ça au labo, on voit si c'est bon ou si c'est pas bon. On avait l'ADN, c'était la preuve parfaite. Et là, il y a une carence de la coopération internationale, d'Interpol, des Espagnols qui n'ont pas fait le boulot, c'est tout. Et qui ont. Ça a duré 2 ans, cette histoire. Ça a traîné. Et puis, vous comprenez la difficulté, c'est que dès Arce Montes, on en avait plusieurs. Des sujets très intéressants. Donc, on ne pouvait pas partir du principe qu'Arce Montes était le suspect principal. D'abord, il ne correspondait pas du tout à la description du portrait robot, parce qu'on avait la photo. Il avait été repéré du côté de Tours, dans une auberge de jeunesse 2 ans avant, et on n'avait aucun critère local, c'est-à-dire qu'on ne l'avait jamais repéré dans le secteur de Plaine Fougère. Et en plus, vous avez rappelé tout à l'heure que l'accompagnatrice parle d'une camionnette blanche typique. Une estafette, oui. Ouais, et lui, il a une petite Mazda blanche, toute belle. Voilà, et il porte le mot sur son visage. Voilà, donc j'étais intrigué, je vais vous dire franchement. Quand j'ai vu sa fiche, j'ai eu vous savez, quelquefois, vous avez un pressentiment. Voilà. Vous êtes dit, c'est lui. Oui, quelque part. Et puis après, je me dis, prends pas tes rêves pour des réalités, vérifie s'il est connu dans la région, négatif, regarde la photo, ça correspond pas, la voiture correspond pas, donc j'avais pas tous les critères, voyez. Si j'avais su qu'il avait, on l'a su beaucoup plus tard, qu'il avait après son arrestation, qu'il avait une femme dans la région, évidemment que là, on le montait en suspect numéro 1, on n'avait pas ce critère. Voilà, donc c'était, vous savez, on a des intuitions quand on est juge d'instruction ou enquêteur. Il faut des intuitions, mais il faut aussi se méfier des intuitions, il faut les vérifier. Voilà. Or, les premières vérifications sont négatives à ce moment-là. Alors, c'est pas vous. C'est pas vous qui l'arrêtez, c'est pas vous qui l'arrêtez, ça n'est pas vous qui l'interrogez après son arrestation et son extradition vers la France. Mais donc, on a un profil, au bout de tout ça, qui est un profil, j'ai envie de dire, quasi unique, puisqu'on a affaire à un serial violeur mondial, dont le fantasme est exclusivement basé sur des adolescentes anglaises. C'est dingue, ça. Oui, et vous savez, je me souviens au début de l'enquête, je m'étais dit, allez gros, tu as une chance sur 2 de le trouver. Si c'est un local, c'est bon. Si c'est un régional, on devrait le trouver. Si c'est un national, ça va être plus compliqué. Mais alors, si c'est un international, alors là, c'est raté, quoi. Bon. Et c'était la pire des hypothèses, c'est-à-dire qu'un type qui ne vivait pas en France, qui était espagnol, qui avait travaillé à Londres, quand il est interpellé à Tours, il est en Hollande, et on va le retrouver aux États-Unis. Vous voyez, donc c'était quasiment introuvable. Voilà. Je voudrais savoir que vous inspire l'affaire Patrice Padet. Est-ce que ça change votre regard de juge d'instruction sur les aveux? J'ai toujours été prudent avec les aveux. Parce que des aveux, ils doivent être confortés par une démonstration. Surtout des aveux en garde à vue. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avocat en garde à vue. Oui. Aujourd'hui, il y en a, il n'y en avait pas. Donc, et puis on ne filmait pas en vidéo non plus. Absolument. Donc, en plus, il y a quelqu'un qui va se rétracter très vite, écrire au juge d'instruction que ce n'est pas lui. Et je vais vous dire, heureusement qu'il y avait l'ADN. Parce que s'il n'y avait pas eu l'ADN, il était mal parti, Patrice Padet. Il aurait peut-être été condamné. Avec une forte probabilité. Je vais vous dire pire que ça, c'est que lorsque j'ai investigué et étendu aux 3000 personnes, allez, j'en ai eu une dizaine, je vous assure qu'ils avaient plein de critères et que sur une enquête sans ADN, ils pouvaient être condamnés. Ça m'a fait peur. Vous voyez, et je me suis dit, oula, attention, il faut vraiment border. Heureusement qu'on a l'ADN. L'ADN peut accuser, bien sûr, parce que si c'est votre ADN... L'ADN peut disculper. Mais il disculpe, voilà. Il disculpe, c'est hyper important. Quand je vous entends, Van Ruijnbeek, je me dis qu'est-ce qui doit s'emmerder à la retraite? Je souffle. Je respire. Vous soufflez ou vous souffrez? Non, je souffre pas du tout. Mon cerveau s'est complètement vidé et je respire... Voilà, non, ça y est, j'ai donné, j'ai fait mon boulot à une époque où j'étais jeune et tout. Très bien. Maintenant, chaque chose en son temps. Il faut savoir tourner les pages. Je vais essayer de m'en souvenir. Merci Renaud Van Ruijnbeek d'avoir accepté ce débrief près de 30 ans après les faits. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous dis allez, salut. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.